Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je suis très contente de vous la faire. Ça fait 10 ans que j'attends de vous la faire. Je vais vous parler d'une de mes séries chouchou de ces dernières années. Ça a été même dans mon top lecture que je vous ai fait il y a assez peu sur les meilleures lectures d'imaginaire que j'ai fait. Alors, ça va être un petit peu particulier parce que ces lectures, je les ai fait en 2 temps. Il y a la Lorraine de 20 ans qui a adoré. Et il y a la Lorraine de 30 ans qui a relu les 2 premiers tomes et qui a lu enfin ce 3e tome et qui va vous en parler, donc qui va être peut-être un peu plus nuancé sur son propos. Avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler la sortie de La Forêt aux fleurs d'argent, donc le dernier album illustré des éditions Les Trois Nornes que je tiens depuis 5 ans maintenant. C'est un album donc qui met en avant les saisons, ici l'automne et le printemps, dans une forêt magique. C'est une suite de La Forêt aux fleurs d'or, mais qui peut être tout à fait lue indépendamment, avec un jeune écureuil qui va faire la rencontre d'une créature à la mauvaise réputation et qui va devoir dépasser ses préjugés. Donc c'est très joliment illustré comme d'habitude. Et une Hermine qui, après avoir perdu un petit peu l'attention de ses galants, va s'enfermer sur elle-même jusqu'au jour où ce fameux pivert va détruire son logis et la forcer à sortir. C'est un album avec plus de 10 illustrations, dont des illustrations en double page, fabriqué en France, non distribué sur Amazon, imprimé sur papier recyclé, renouvelé et sans utilisation d'IA. Si vous souhaitez soutenir Les Trois Nornes, je vous mets le petit lien en barre d'infos, mais c'est un magnifique livre avec du vocabulaire qui est défini pour permettre aux enfants d'acquérir du vocabulaire et en même temps de permettre aux adultes de lire un texte qui n'est pas trop enfantin non plus. Donc voilà, lecture du soir, partir de la maternelle, lecture tout seul en primaire, et après vous pouvez le lire à tout âge. Merci encore de votre soutien. Je vous rappelle que les soumissions de manuscrits sont encore ouvertes pour 2026 concernant donc les 2 prochaines publications qui sortiront en 2026 pour Les Trois Nornes. Je vous laisse vous rendre sur Instagram pour avoir toutes les informations et vous dire que la prochaine campagne ne sera sûrement pas sur Ulule parce que Ulule a changé ses principes de campagne et financement et sera sûrement disponible fin juin, juillet. Voilà, pour le coup, ça sera de la dark fantasy, on en reparlera, qui s'appelle La Gloire des Charognes, mais j'ai hâte de le voir. Et ce week-end, si vous souhaitez nous voir, on est à Celles-sur-Cher, donc au Geek Fairies, et Yaril sera présente aussi sur l'événement, donc si vous souhaitez avoir une petite dédicace de votre ouvrage, faut pas hésiter à vous le procurer ou à passer. Et sur ce, on commence. On commence avec cette... Alors, en fait, j'arrive même pas à me dire que je vous présente cette trilogie, tellement je l'ai attendu. Martyr d'Olivier Perru. Olivier Perru. Ça dépend de quand vous regardez sur internet, il est à double nom. Voilà. C'est donc cette trilogie qui est de la fantasy épique, fantasy classique, un peu médiévaliste, et une sortie de ce 3e tome 10 ans après, parce que moi j'ai lu ça, j'étais encore aux études, même en fac de droit, et c'est une série qui m'a tellement marquée que je me souviens encore où je l'ai lu la dernière fois. C'est une série que j'avais adorée, mais vraiment j'étais hyper fan, emballée de par le style littéraire, mais aussi par la narration et l'histoire. Vous allez vous dire que je suis totalement bête, mais j'ai relu les 2 premiers tomes pour bien comprendre le 3e tome, et je vous conseille de le faire parce que j'ai lu, n'a eu aucune volonté de refaire un petit résumé au début du 3e tome, alors qu'il y a des lecteurs, ça fait 10 ans qu'ils attendent la suite, mais surtout parce que je voulais voir Olivier Perru aux Imaginales, mais qui a oublié son texte et s'est précipité à relire toute la trilogie en peu de temps. C'est moi, donc je l'ai même pas vu parce que j'avais oublié mon texte. Je vais m'auto-flageller pour ça, mais c'est une saga qui me tient à cœur déjà parce que c'est un texte qui m'avait assez convaincu à l'époque, donc la beauté de la plume comme je vous disais, mais aussi par l'histoire et la narration et par le fait qu'Olivier Perru en fait est un auteur qui surprend énormément. C'est donc l'histoire de 2 jumeaux qui sont des sortes de berserkirs, les derniers survivants quasiment de leur famille, reconnaissables par des yeux d'or. Leur sang est un peu chassé pour de multiples raisons. Et surtout, ce sont des jeunes qui n'ont pas vraiment connu leurs parents, qui survivent par l'assassinat parce qu'ils sont très forts là-dedans, et qui vont être interceptés par un borgne mystérieux qui va s'emmêler dans leur vie, et alors que eux vont être missionnés pour protéger la princesse des ronces. Cette jeune femme, en fait, elle a une vie terrible. Elle est enfermée dans un château depuis qu'elle est née. Son père l'avait été aussi, parce que sa famille a perdu la guerre contre le roi principal, et est obligée de rester enfermée dans le château et de continuer la lignée pour obéir au roi en place. Le père de la jeune femme
à sauter de la fenêtre pour mettre fin à cette horreur. Et elle a 16 ans, 15-16 ans au début du récit. Elle est prête à tout pour échapper à son sort, à quitter ce château qu'elle a toujours connu. Elle est très proche de son intendant et elle est prête même à se marier avec n'importe qui. Elle le dit, même si elle est amoureuse d'un chevalier très beau, très prestigieux. Et malheureusement pour elle, elle va être mariée à un homme dont elle ne s'attendait pas du tout à l'identité. Et ça va bouleverser son destin alors qu'elle vient de subir des actes horribles de la part d'un chevalier. Et en même temps, elle est tombée amoureuse d'un des deux frères, le plus jeune, le plus mystérieux, Irmine. Et la romance est très présente dans le récit, c'est quand même un des nœuds principaux. Et c'est aussi les enjeux qui vont être dans le récit autour de ça. Alors, c'est une saga, ça va être dur de vous en parler sans spoiler vraiment. Alors, je vais vous faire un rapide compte-rendu pour ceux qui veulent pas du tout avoir de spoiler. C'est une saga qui est hyper intéressante en termes de rebondissement, en termes d'univers. Le worldbuilding est très sympa, médiéval, facile à lire et en même temps assez riche. Il y a vraiment un bon équilibre avec un tome 1 qui est plutôt de la mise en place, découverte de personnages, des personnages adolescents. Voilà, ça je le rappelle, ils sont assez jeunes, mais les jumeaux sont un peu des facettes différentes l'un de l'autre, donc c'est assez intéressant de les voir. Une très belle histoire d'amour, des enjeux politiques qui peuvent être un peu vus et revus si vous êtes gros amateur d'imaginaire, mais ça fonctionne très bien. Et des retournements de situation qu'on n'attend pas. Et ça, c'est la force de cet auteur. Ensuite, on est sur un tome 2 qui va nous faire découvrir la figure du borgne et un peu plus les enjeux politiques, les contre-pouvoirs, voilà, la royauté se fait disputer dans ce texte-là, et avec beaucoup de rebondissements, plein de déchirements et de tristesse vis-à-vis des personnages. Et ensuite, un tome 3 qui, pour le coup, est un tome plus guerroyant de mise en place qui va beaucoup expliquer le passé de certains personnages qui est assez lent à se mettre en place et ensuite avec quelque chose qui s'attelle à de l'imaginaire mais qui bascule presque avec du steampunk parfois d'une certaine manière et là avec grosse bataille finale tome un peu plus dense, un peu plus précipité. Voilà, on essaye de régler les enjeux assez vite. Mais c'est une saga qu'il faut absolument lire parce que j'ai rarement lu une saga avec autant de rebondissements intéressants, avec vraiment des partis pris. Il y a beaucoup de sous-intrigues dedans et il y a vraiment... T'as le souffle coupé par les intrigues. T'as le souffle coupé par les retournements de situation. Et je vais vous parler un peu plus de tome à tome parce que dès le tome 2, en fait, on a quand même des choses importantes et je peux pas ne pas parler de certains éléments du tome 2 pour vous parler du tome 3. Martyr, c'est une saga que j'avais adorée quand j'étais ado et je sais que j'ai adoré parce que déjà j'étais hyper fan des personnages que je trouvais hyper classe, les romans c'était vraiment très chouette et j'avais été très convaincue par les bouleversements et les renversements. Quand j'ai relu le texte, quand j'ai su en fait, parce que je connaissais l'histoire et mine de rien j'avais énormément de souvenirs de cette histoire alors que ça fait 10 ans que je l'ai lu, d'où le fait que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai trouvé la lecture un peu plus passive et surtout de mon point de vue de 30 ans, j'ai trouvé les personnages un peu plus pénibles et surtout un peu trop jeunes. Voilà, un peu trop jeunes, même si il y a beaucoup de questions qui sont soulevées et c'est vrai que je me suis plus reconnue dans les personnages du tome 3 et dans la figure du borgne que dans la figure adolescente des personnages et je trouve aussi que il y a beaucoup de simplicité scénaristique quand tu as les ficelles, voilà, quand tu les as déjà. Et les personnages sont un peu caricaturaux dans le sens que, par exemple, la princesse des ronces va devenir un personnage qui est un cliché un peu de personnage féminin. On voit que l'auteur a énormément envie de mettre en avant les femmes, d'avoir un discours très féministe, et c'est super, hein, voilà, au contraire, on est pour ça. Le problème, c'est que ça a amené quand même avec des très gros sabots, surtout parfois dans des tomes 3 ou avec des passages où vraiment c'est assez lourd. Et surtout, elle va devenir un peu un modèle de Marissou, c'est-à-dire que cette jeune fille, elle a reçu de l'éducation, mais elle va devenir une femme hyper puissante du jour au lendemain, alors qu'elle a à peine 18 ans. C'est assez peu crédible, moi je trouve, en termes d'évolution de personnage, mais voilà, j'ai un peu tiqué là-dessus, et par contre les autres personnages, et j'étais un peu surprise du fait que j'étais moins attachée à la romance parce que c'est une romance qui est plus young adulte à mon sens, et surtout j'ai été décontenancée par le fait que Elbrand, qui était un personnage que j'adorais, était pas si présent que ça. Alors j'ai été énormément touchée parce que c'est un livre où j'ai pleuré dans le tome 2, donc c'est un texte qui m'a beaucoup plu, mais j'avais des souvenirs un peu faussés aussi du texte où
j'avais vraiment le souvenir que c'était beaucoup plus difficile à lire, j'avais le souvenir que c'était beaucoup plus complexe alors qu'en fait la trame est quand même assez simple à suivre et où les personnages, voilà, ça reste quand même plutôt habile, de la fantasy accessible. Voilà, c'est plus du tout le genre de fantasy que je lis actuellement. Voilà, c'est pas trop complexe. Donc il y a eu ce truc de, c'est pas que j'ai été déçue, mais où je me suis dit, je devais relire les 2 premiers pour bien comprendre le 3e, parce que sinon j'aurais pas suivi. Mais en même temps, j'aurais peut-être préféré garder mes sentiments de quand j'avais 20 ans. Parce que ça, c'est un truc que j'évite de relire les textes en général, parce que souvent je suis déçue par mes relectures, parce que tous les éléments de surprise, on les a. Mais c'est un texte qui est très bien construit dans aussi dans tout le complot politique qui, mine de rien, est un petit peu dense et c'est des figures qui m'ont... Comment dire ? C'est horrible à dire, mais la figure du roi, par exemple, c'est une figure que j'avais vraiment détestée quand j'étais... Il me faisait vraiment peur quand j'étais plus jeune. Et là, en fait, j'ai pas eu de l'attachement, mais j'ai eu beaucoup plus de pitié pour le personnage. Je vais surtout vous parler du tome 2 et du tome 3. Le tome 3 a été une bonne lecture. Par contre, je dois dire que j'ai pas été autant emballée que les 2 premiers. Pour la simple et bonne raison que j'étais assez décontenancée par le fait qu'on a beaucoup de retours en arrière. Quand je vous dis beaucoup de retours en arrière, c'est que la première partie, c'est quasiment que l'histoire du borgne. Et donc j'étais en mode... C'est intéressant, voilà, ça fait de l'attachement au personnage, parce qu'en plus c'est une figure qui est assez horrible dans le texte, la compréhension, mais en fait on n'avance pas sur l'histoire principale. Et c'est ça qui est un peu... Il y a un problème un peu de rythme avec un texte qui va beaucoup parler du passé, expliquer un petit peu tout le lien avec les berserkir, les massacres, le borgne et tout, et... Après, on est très précipité sur l'action, avec des gros indices. En fait, ce tome 3... Je sais pas si c'est moi qui ai vieilli et qui maintenant est beaucoup plus attentive aux indices laissés dans la narration, mais j'ai prévu énormément de choses qui se sont passées. Mais énormément de choses. Même les choses, il y a des choses qui sont très choquantes. Il y a des décisions narratives qui sont très choquantes. On parle d'assassinat d'enfants et tout. C'est des choses où je me suis dit, là, il va tuer ce personnage-là. Là, on va avoir ça. En fait, je l'ai trouvé beaucoup moins surprenant. Et je sais pas si c'est moi qui est beaucoup moins surprise ou si c'est le texte qui est un peu plus simple dans sa narration. Alors, c'est de l'approfondissement de personnages, ça c'est très très chouette d'en comprendre un peu plus, de voir aussi que les personnages sont très nuancés. À part la princesse qui est vue comme un personnage très très positif dans le texte, on a quand même l'histoire du borgne, l'histoire des jumeaux et l'histoire de tout ce groupe de berserkir qui fait des choses bonnes et des choses moins bonnes, et on comprend un peu plus le passé, on comprend aussi les liens... et on retrouve des personnages qui ont eu une inspiration dans le tome 1, une présence, et parfois qui étaient des personnages très mauvais. Et donc on y a de l'attachement, notamment avec la question du fantôme, qui est très présente dans le texte, parce qu'il y a des fantômes qui pullulent dans cet univers-ci. Et j'étais déjà décontenancée par le fait que Helbrand est un personnage qui est quand même hyper intéressant, et qui est plus vu comme un sidekick, parfois un peu le mec drôle, et pas forcément une valeur trop émotionnelle. Moi je pensais qu'on allait jouer plus sur l'émotion. L'histoire d'amour m'a mis aussi un petit peu mal à l'aise dans le tome 3. Vous savez, moi j'ai un peu de mal avec la différence d'âge, voilà. Notamment avec des personnages, quand t'as passé la trentaine, encore que, mais sachant que le cerveau est formé à 25 ans, j'ai du mal que des gamines de 18 ans entretiennent des relations avec des personnages beaucoup plus vieux qu'elles. Je vais pas vous spoiler, mais il y a tout un... Alors déjà, il y a tout un truc où... J'ai du mal à comprendre le personnage, forcément, de la princesse. Voilà, l'amour dépasse tout, j'ai un peu du mal avec le concept de ça. Mais surtout, je trouve ça hyper glauque et pas toujours très crédible vis-à-vis des personnages. Du genre, à un moment, on parle qu'elle a été mariée et genre, ça sort de nulle part. Je sais pas comment les gens y croient, en fait. C'est vraiment, voilà, en termes de crédibilité, j'ai eu un petit peu de mal avec ça. Et au-delà de ça qui m'a mis assez mal à l'aise, même si c'est la beauté, je dois dire que j'ai quand même versé ma larme à la fin du tome 3, donc c'est un tome que j'ai quand même aimé. C'est aussi un texte qui m'a décontenancé sur l'annonce de la finalité. Il y a une très bonne bataille finale à la fin, du genre la bataille est très préparée et tout, et on a une vraie fin conclusive, ça, la fin est très réussie, mais on annonce un élément, voilà, avec un personnage qui va chercher cet élément pendant des pages et des pages. Alors ce qui est cool, c'est qu'on va développer ces personnages qui sont très intéressants, et c'est quasiment on a envie d'avoir un livre sur eux tellement ils sont intéressants, et j'étais presque plus à vouloir les suivre eux que vouloir suivre un peu la trame principale, notamment la trame avec la princesse. La royauté et tout, j'étais plus emballée parce qu'il y avait des complots, il y avait des trahisons et tout, mais
c'est vrai que, en fait, c'est vraiment un très gros indice et on attend. On est surpris par l'indice en question, voilà, parce que c'est un truc qui tranche un peu, qui est très chouette et qui donne une esthétique de la bataille très cool, avec une fin, voilà, larmoyante, tragique et tout. C'est vraiment, la fin est très bien, toute cette partie de bataille. Mais c'est vrai que c'est un tome qui est assez bizarre parce on oscille avec de la mise en place du passé, d'explications très longues, mais du genre ça prend la moitié du tome, plus de l'attachement personnage, présentation de personnages, de liens et ce genre de choses assez rapide, assez trop rapide, plus une énorme bataille finale qui résout les choses et une sorte d'épilogue qui pourrait même prévoir une suite, tellement il est développé et tellement il amène des questions. Et donc voilà, j'étais un peu dubitatif sur le rythme du texte. Il en reste que c'est un texte que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a de l'évolution de personnages. Moi qui avais du mal avec la figure du borgne avant et notamment avec toute la question des berserkirs, je trouvais que c'était un peu trop long à adapter dans le texte. En fait, c'est une partie qui est hyper intéressante et on a vraiment des personnages qui sont des figures passionnantes et pas forcément ceux. Je trouve que les personnages secondaires sont parfois plus intéressants que les personnages principaux. Je prends par exemple la figure d'un mec qui travaille pour le roi en place qui a une réputation horrible, celui notamment d'avoir tué ses propres enfants. Et on va voir la figure de cet homme évoluer, qui répond à son droit et qui va se retrouver face à des questions éthiques. On va aussi avoir, en fait, la qualité principale de Martyr, c'est ses rebondissements et ses revers. Donc on va apprendre en fait les mensonges et ce genre de choses. Et il va se retrouver face à une figure d'un homme qui a été bafoué par la reine d'une certaine manière, d'un mec horrible, qui en plus cherche que vengeance et manipulateur et tout, et on sait parce qu'on sait dès le début que c'est un manipulateur, il tue beaucoup de monde, qui va commettre des actes, tuer des femmes enceintes par exemple, voilà, clairement, et lui va se poser des questions en miroir par rapport à ce personnage-là. En fait, il y a beaucoup de choses avec le miroir dans le texte qui est assez intéressant. Martyr, c'est un texte qui pourrait être un peu étudié universitairement parlant, parce qu'il y a quand même des jeux, des choses qui sont mises dans le texte. Voilà, donc ça, cette partie-là, la partie complot politique, notamment la partie entre le roi et sa sœur qui se battent pour la couronne en place, c'est assez déchirant, et la figure du roi, en fait, elle est détestable pendant tout le texte, mais en même temps, on comprend aussi. C'est un texte qui dénonce aussi beaucoup par ses messages. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans le texte, notamment le thème du féminisme, c'est-à-dire que les personnages féminins sont très mis en avant, et souvent sont des figures positives, c'est-à-dire que même la reine qui fait des choses un peu horribles est une reine qui veut destituer son frère pour le bien commun, parce que même si elle a fait, c'est vraiment une garce, elle est là parce que son frère a une politique en place qui est hyper violente. La princesse, bon, elle, c'est une figure quasiment de jeune dark guerrière, donc voilà. On a la fille aussi du borgne qu'on va suivre, qui est une figure en plus qui se construit qui va devoir accepter la situation qui est what the fuck pour elle, et un personnage hyper attachant, et notamment la personnage de la reine des berserkir aussi. Il y a beaucoup de reines en fait dans le texte, donc ça c'est hyper positif. On va parler aussi de la grossophobie. Moi c'est quelque chose qui m'avait mis assez mal dans le premier tome, parce que je savais pas trop où l'auteur voulait aller. Le personnage du roi est un personnage qui est extrêmement imposant et décrit comme monstrueux alors qu'il était jeune. Voilà, quand il était jeune, il était très séduisant, et monstrueux parce qu'il est devenu très 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 gros. Et on parle de cette question-là, et donc on parle de la perte de poids. Il y a quasiment une transformation dans le texte où le roi, en fait, plus il perd de poids, plus il est respecté. Bon, il y a tout un truc assez glauque, mais on voit quand même qu'il y a de la dénonciation. Mais c'est vrai que l'insistance sur le poids du personnage, je trouve ça assez lourd, et parfois ça frôle quand même la grossophobie d'une certaine manière, la façon dont c'est abordé, mais on voit que c'est une dénonciation aussi de ça, des préjugés des gens. Et on a beaucoup de thèmes qui sont en lien avec le pardon, avec la différence d'âge aussi, le fait de se construire une vie, d'avoir des choix, et le poids de la responsabilité, qui est vraiment la responsabilité, le poids de la responsabilité, le poids des choix, c'est quelque chose qui est assimilé à la figure du borgne. Et on a aussi toute la question, et ça je voulais parler, la figure mythique du dragon dans le texte, qui ici est une figure un peu différente de l'habitude. C'est un peu une arme, voilà, c'est un peu une arme qui plane, voilà, et qui partage des sentiments avec des humains et tout, mais qui en soi on ne sait jamais s'il va être positif ou négatif.
qui est pas le dragon à la Eragon, tu vois, le chevaucheur de dragon qui se bat. Non, là, c'est une créature mystique qui est là pour une raison et qui va être très positive et très négative à la fois. Donc la figure est assez intéressante au niveau du dragon. Et c'est un texte qui, je trouve, est plutôt complet. Genre, ce 3e tome répond aux trames principales, voilà, les conclut, et on voit qu'il y a 10 ans qui se sont passés, parce que notamment, je trouve que les personnages sont beaucoup plus... beaucoup moins gentillé, beaucoup plus mature dans cette suite-ci, alors qu'il n'y a pas vraiment de différence dans le temps, hein. Ça suit vraiment, on est sur une période assez courte, et voilà, donc il y a toujours une plume excellente, c'est toujours palpitant, la vraie force c'est les renversements, la construction des personnages, et la relation amoureuse qui est très belle, même si elle part dans quelque chose de glauque. La fin est très belle. La fin est très belle au point où je vous dis, j'ai versé ma larme, parce que quand tu suis une histoire comme ça, c'est assez déchirant. C'est aussi un thème qui tourne beaucoup autour du sacrifice, donc ça c'est quelque chose d'assez prégnant, avec un vrai épilogue qui explique un petit peu la continuité du texte, et on voit que c'est un univers qui est beaucoup plus large. Donc voilà, Martyr, c'est un peu compliqué pour moi là, parce que il y a 2 personnes qui l'ont lu, tu vois. Il y a 2 personnes qui l'ont lu. J'ai pas été autant emballée que quand j'étais ado. Voilà, je pourrais pas dire que c'est la meilleure lecture que j'ai fait en 2025, tu vois. Mais en même temps, c'est une saga dans sa globalité qui est vraiment très qualitative et que je recommande de lire qu'une fois en un bloc, genre vous lisez les 3 tomes à la suite, c'est excellent, parce que voilà, il y a du voyage dans le temps, il y a du médiéval fantasy, du combat, des fantômes, des berserkirs, de la machinerie, il y a énormément de choses, des choses qui s'apportent autant du complot politique que de la romance, que de l'épique, c'est très dense, c'est très riche, et c'est vraiment, il y a des personnages qui sont plutôt classe. Mais moi, en fait, le côté relecture, le côté aussi attente, genre quand ça fait 10 ans que t'attends une sortie, tu t'attends à un truc extraordinaire. Je dis pas que c'est pas extraordinaire, c'est très très bonne qualité, mais j'étais un peu décontenancée par le rythme, un peu décontenancée par le fait qu'on accentue sur certains points et pas sur d'autres. Voilà, on voit qu'il abandonne quand même certaines notions, et notamment, moi j'étais un peu déçue sur le traitement de la fraternité dans le texte, qui était quand même un thème principal. On bascule un peu là-dessus sur le traitement amoureux après, donc voilà, il y a un basculement, mais c'est une série que je vous conseille à 100%. C'est une des meilleures sagas, meilleures trilogies de littérature française imaginaire, qui, soit disant passant, est classique dans sa construction. On a du médiéval, on a des dragons et tout, mais le complot politique est suffisamment intéressant, les personnages sont suffisamment cool pour être voilà, agréable à suivre. Après, il y a pas mal de clichés. On est sur des clichés de personnages qui sont extrêmement beaux, hein. La princesse fascinante, intelligente, belle, guerrière, voilà. On est sur des portraits, moi, féminins, que j'adhère un petit peu moins actuellement, parce que c'est des choses qu'on a lues et relues. Et en même temps, des personnages beaucoup plus complexes, comme Elbrand et son frère. Et notamment, je pense que je serais curieuse de savoir ce que vous pensez, vous, des berserkirs, si vous étiez pour ou contre leur cause, voilà, parce qu'il y a plusieurs causes dans le roman qui s'entremêlent, et donc toi, tu te positionnes aussi avec ton éthique et ce genre de choses. Mais ça parle beaucoup de l'histoire, de la colonisation aussi, et de l'implication des royaumes et de la violence pour imposer son pouvoir. Donc voilà, c'est plein de thèmes différents, c'est une saga que j'adore personnellement, mais c'est vrai que ça serait sorti ça serait sorti 2-3 ans après le premier tome ou le deuxième tome, j'aurais adoré, hein. Voilà, là il y a trop d'attentes, et pour le coup mes attentes de lecteur maintenant sont un peu plus évoluées en termes de scénario. Là c'est vraiment en fait le scénario que j'ai trouvé un peu plus simple. J'ai été moins prise à revers, parce qu'en fait j'ai compris comment Olivier Perru écrivait, je pense que c'est ça aussi, et surtout c'est un récit qui a pas mal de clichés dans ses constructions de personnages. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Maintenant, je suis assez sensible à ça pour le coup. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, et absolument, je vous conseille de lire Martyr, et même Druide d'Olivier Perru, qui est une saga extraordinaire, pour la beauté des relations des personnages, pour l'épique des combats, la façon dont sont abordés les complots, et vous serez forcément surpris, déchiré, brutalement martyrisé dans votre petit cœur, voilà. Mais c'est une saga qu'il faut découvrir, et on peut faire ça en France. Donc voilà, ça c'est les nouvelles éditions de chez J'ai lu. Ça c'est les anciennes. Sachez que les nouvelles rééditions sont toutes dans ce style-ci, même si je préférais les premières éditions largement en termes d'illustration pour le coup. Mais sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.